Prise dans un mariage forcé, elle va vivre l'enfer du ménage. Yariana, qui a quitté Conakry pour le Sénégal, va subir le viol conjugal, les violences physiques et verbales. Courageuse, elle va finir par demander le divorce pour vivre pleinement son rêve de gosse, devenir chanteuse. Le destin de Yariana, c'est la nouvelle apparition littéraire de Ismaïla Badji, invité de ce présent numéro de votre émission Auteur. Ismaïla Badji, bonsoir. Bonsoir Samuel. Le destin de Yariana est sur le marché depuis quelque temps déjà. Alors, quel retour avez-vous déjà reçu de la part de ceux qui ont déjà lu le livre? En effet, permettez-moi tout d'abord de vous remercier pour l'invitation dans vos beaux locaux, de saluer les téléspectateurs et les internautes de Dakaractu TV. Alors, les retours que j'ai eus jusque-là, c'est des femmes qui souffraient en silence, qui sont venues vers moi se confesser, sortir ce lourd fardeau qu'ils avaient sur le cœur, parce qu'elles étaient victimes de violences physiques, psychologiques, verbales, et j'en passe. Donc, pour le moment, en tout cas, je n'ai que des retours positifs par rapport, en tout cas, à ce livre, et ça me réjouit pleinement. D'accord. Alors, on va remonter le temps, aller là où tout a commencé. Nous sommes en Guinée. Vous revenez récemment de la Guinée. Vous avez publié le roman lors d'une séance de dédicace. Est-ce que les Guinéens ont bien, on va dire, perçu le livre de Yariana? Absolument, ils l'ont très très bien perçu. Et je profite de votre canal d'ailleurs pour saluer tous mes lecteurs qui sont à Conakry pour l'accueil très chaleureux qu'ils m'ont réservé lors de mon passage à Conakry pour le lancement du livre. Il faut savoir qu'en effet, l'histoire a débuté à Conakry. Et donc, ils se sont retrouvés. Chacun et chacune des Guinéens s'est retrouvé dans l'histoire de Yariana, notamment dans le cadre des violences, dans le cadre du mariage forcé qui est très d'actualité dans ce pays. Donc, en tout cas, ils se sont sentis touchés par cette initiative, par l'histoire de Yariana. Et donc, ils se sont invités au lancement du livre avec beaucoup d'engouement. Et je tiens à les remercier encore une fois pour cette marque de sympathie. Alors, le mariage forcé, c'est un fléau au Sénégal, malheureusement. Alors, Yariana qui rentre de l'école, encore adolescente, qui va au lycée, et voilà que les parents décident de son sort, de la faire marier à un cousin ou à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas du tout. Alors, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille pour écrire cette fois-ci sur un sujet, on va dire, assez sensible? En effet, c'est un sujet très très sensible. Vous savez, ce n'était pas du tout mon terrain d'écriture, parce que à la base, je suis plutôt un écrivain engagé. J'ai publié sur des questions qui touchent plutôt la jeunesse africaine, un peu plus sur le plan de l'entrepreneuriat, sur le plan des questions de citoyenneté et j'en passe. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce thème, parce que c'est un thème d'actualité et qui fait beaucoup de victimes. Il faut aller dans les hôpitaux, fréquenter les psychologues et les psychiatres pour savoir que les femmes souffrent. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser ma plume pour faire ce plaidoyer pour ces femmes. Parce que je sais que les femmes ont tendance à croire qu'elles représentent le maillon faible de la société, alors que c'est tout à fait le contraire. Les femmes représentent l'épine dorsale même de la société. Donc aujourd'hui, il était important que je puisse faire ce plaidoyer pour que toutes ces femmes qui souffrent en silence puissent savoir qu'elles ont le droit de dire stop à ces violences. Il faut que ces violences cessent, il faut qu'elles reprennent leur vie en main, surtout pour leur progéniture, mais aussi pour elles-mêmes. Le ménage n'est pas, ou bien le divorce n'est pas une fin en soi. Il faut savoir se ressaisir. Et je pense que j'en ai parlé amplement dans le livre qui le relate très bien à travers l'histoire de Yariana. Et surtout, pour répondre à votre question, c'est parce que c'est dans un cadre, dans un environnement immédiat, dans mon environnement immédiat, que j'ai fait le constat que beaucoup de femmes souffrent en silence. Parfois, elles habitent dans des très belles villas, dans de très belles voitures, des comptes bancaires bien garnis. Mais au fond, ce n'est pas le grand amour lorsqu'elles rentrent à la maison. Elles ne sont même pas pressées de rentrer à la maison. Alors que, elles ne sont même pas aussi protégées. Alors que la femme, normalement, lorsqu'elle est mariée, son premier recours pour sa protection devrait être son mari. Elle ne devrait pas fuir son mari. Elle devrait aller vers son mari. Donc, vous voyez ce que ça constitue en termes de conséquences dramatiques. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de publier, cette fois-ci, un roman qui touche beaucoup de
en tout cas beaucoup de points, tant sur le plan passionnel. Quand je dis ça, je parle des questions d'amour, des questions de conjugaux en tout cas. Mais aussi, je fais un plaidoyer, à savoir la perte d'un être cher. Je donne quelques conseils à comment, en tout cas, savoir se relever après les coups de la vie. C'est important. Justement, le passionnel, l'intimité, on en parle. Alors, dans ce livre, Le sexe est libéralisé, on va dire, vous en parlez de manière crue, avec une liberté, on va dire. Est-ce que c'était facile, en tant qu'écrivain, on va dire qui avait l'habitude de parler des questions de jeunesse, d'entrepreneuriat, subitement de se plonger, on va dire, dans l'intimité d'un couple et que vous parlez le sexe de manière assez crue? La réponse est non, ce n'était pas facile de le dire, d'en parler dans le livre, mais il fallait le faire. Il fallait le faire parce que je pense que la question de la sexualité, surtout chez les jeunes, ne doit plus être tabou. Il faudrait aujourd'hui qu'on soit en mesure, entre jeunes, entre parents et jeunes, entre les gens beaucoup plus, en tout cas entre nos aînés et les moins jeunes, qu'on puisse évoquer les questions liées à la sexualité pour préparer psychologiquement la jeunesse par rapport à ce qui se passe au dehors. C'est bien d'éduquer ses enfants à la maison, de leur parler de tout et de rien, de leur donner des conseils sur d'autres aspects, mais c'est aussi important, tout aussi important sinon plus, de leur parler des questions qui sont liées à la sexualité. Parce qu'on voit qu'il y a une prolifération des cas de viol. Et donc, il est important aujourd'hui de les sensibiliser, de savoir que le monde, en tout cas, qui se trouve au dehors, est très dangereux. Parce que nous avons tous des cousines, nous avons des nièces, nous avons des petites sœurs. C'est de notre devoir de les protéger. Donc, nous ne pouvons pas les accompagner un peu partout où ils vont, mais nous pouvons leur donner des conseils. Nous pouvons les sensibiliser à comment est-ce qu'elles doivent, je veux dire elles, mais aussi bien ils, en tout cas, les garçons comme les filles, comment ils doivent vivre leur sexualité en tout épanouissement. Tout en restant dans le cadre, quand je dis ça, on est au Sénégal. Donc, je parle dans le cadre du respect de la charia, qui est l'islam, notre religion, et aussi dans le cadre du respect du christianisme, etc. Donc, en tout cas, il faut savoir parler aux jeunes, leur donner des conseils, les orienter par rapport à la sexualité. C'est très important. D'accord. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous écriviez, vous n'avez pas, on va dire, douté un tout petit peu que les gens puissent dire que waouh, ça c'est assez, on va dire, entre guillemets, pornographique comme au début? Oh, ce n'est pas à ce niveau tout de même. Vous savez, moi je me suis beaucoup retenu d'ailleurs. Je me suis beaucoup retenu sur certains détails parce qu'il faut savoir que c'est une histoire réelle. Et vous savez, il faut appeler un chat un chat. Voilà, il faut toucher du doigt là où ça fait mal. Hein. Il faut parler de la chose, il faut brosser le tableau, il faut éclaircir les horizons pour que les jeunes n'aient plus de tabou, n'aient plus de doute par rapport à la question de la sexualité. C'était important. Loin de moi l'idée de pervertir qui que ce soit par rapport à la lecture, mais c'était plutôt, et je pense que les gens l'ont plutôt bien pris, c'est plutôt une idée que j'avais de savoir que nous sommes tous des adultes, nous nous devons de protéger notre progéniture. Il faut en parler. Et là, les masques commenceront à tomber, les situations commenceront, les responsabilités commenceront à être situées et le monde ne pourra encore ressortir meilleur. L'intelligente élève que Yariana a été, on va dire, emballée dans ce mariage. Elle se retrouve à Dakar avec son mari. Finalement, la lune de miel a fini en lune de fiel, comme on dit. Alors, qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur pour que le mari se montre quand même assez violent envers sa femme, qui, au début, on le rappelle, était bien aimée. Oui, voilà. En effet. Parce qu'elle était belle, intelligente et tout ça. Oui, en effet. Yariana, lorsqu'elle a quitté Conakry pour venir à Dakar, son mari, à l'époque, l'a bien accueillie. Bien vrai qu'elle n'était pas tout à fait d'accord avec la décision de ses parents de la donner en mariage à un monsieur qu'elle n'a vécu qu'une seule fois et qui est par ailleurs son cousin. Pour autant, son mari Boubacar l'avait très bien accueilli. Donc c'est au fil des années, après le décès du papa de Yariana, que son mari a complètement changé, ne sachant qu'il n'y a plus d'homme dans la famille, dans la vie de Yariana, qui pourrait en tout cas la protéger. Il s'est complètement métamorphosé et cette métamorphose malheureusement a eu des conséquences désastreuses sur le plan conjugal entre les deux époux et aussi sur le plan
relationnel, émotionnel et sur le plan professionnel également pour Diariana, pour vous dire combien est-ce que les femmes souffrent dans les ménages. Elles souffrent plus que les hommes dans le cadre des violences. Mais aussi, je compte faire un plaidoyer pour les hommes, hein, parce que les mariages arrangés ou les mariages forcés, je tiens toujours à le rappeler, les femmes ne sont pas les seules qui souffrent du cadre des mariages forcés et arrangés. Les hommes aussi, les jeunes garçons qui sont donnés, à qui on donne des jeunes épouses qui ils n'ont rien demandé. Justement, j'allais dire parce que quand même, Diariana, tout comme Boubacar, sont les victimes des parents. Absolument. Parce que même Boubacar également ne connaissait pas Diariana. En effet. C'est vrai, il est venu, il l'a trouvé vraiment assez belle, mais est-ce que l'amour était là quand même pour que les deux époux puissent vivre normalement la vie à deux pour l'avenir? Vous savez... l'homme aussi, bien que la femme. La femme, oui. C'est important. Voilà, sont victimes, quoi. C'est important de poser cette question. Parce que le déclic se joue à ce niveau-là. Et justement, c'est sur ce niveau-là qu'on doit faire le plaidoyer. Les deux époux ne se connaissaient pas assez pour pouvoir décider de se marier et de vivre ensemble. Malheureusement, ils ont subi la pression de la famille. Et cette pression existe toujours. Tu dois marier ton cousin, tu dois marier ta cousine. Et cette pression, vous voyez ce qu'elle a produit. Il y a aussi cette pression, mais il y a aussi le coup, ce que j'appelle entre guillemets le coup de foudre. Parce que tous les deux époux sont... vous savez, l'apparence physique joue également un rôle très important dans le cadre en tout cas des rencontres hommes-femmes. Mais c'était important aussi de souligner que la pression familiale a joué un rôle prépondérant dans le cadre du mariage forcé dont ont été victimes Diariana et Boubacar. Parce que ils étaient tous jeunes, ils avaient en tout cas leur avenir à construire, mais les parents ont mis la pression et vous avez vu où est-ce que ça a abouti. Tout à fait. Alors Diariana a quand même pu mettre au monde un enfant, puis un deuxième enfant, mais la belle-mère quand même n'était pas trop fan, on va dire, de Diariana. Elle n'aimait pas assez, elle ne la trouvait pas assez comme, on va dire, belle fille. Oui. Alors, Diariana et Boubacar également vont vivre, en tout cas dans l'intimité d'une chambre. Finalement, le mari va se révéler être un mari violent, qui viole même sa femme. Le viol conjugal, là également, c'est un débat. En effet, en effet. Vous savez, pourquoi est-ce que le viol conjugal est difficile? Pourquoi est-ce que c'est difficile d'en parler? Parce qu'il est difficile de le prouver. Et c'est la raison pour laquelle Diariana avait d'énormes difficultés de pouvoir s'extirper, et je pèse bien ce mot, de ce ménage, de cet enfer. Et c'est la raison pour laquelle son collègue, enfin un ami à elle, lui a proposé une stratégie qui la libérera finalement des filets de Boubacar. Donc le viol conjugal, c'est quelque chose d'assez récurrent, d'assez fréquent dans nos ménages, dans les ménages en tout cas partout dans le monde. Et on a vu d'ailleurs que le confinement qui a intervenu un peu partout dans le monde par la suite de la pandémie de la Covid-19 a favorisé la chose. Donc les cas de viol, les cas de violence physique et conjugaux ont explosé. Et donc c'était une opportunité pour moi aussi, et je l'avoue, ça m'a un peu influencé par rapport à la rédaction sur ce thème. Les choses doivent être dites, les femmes doivent pouvoir en parler, ne doivent plus avoir honte lorsqu'elles subissent ce genre de choses. Il faut que ça cesse. Les femmes n'ont pas le droit d'accepter de souffrir en silence. Elles n'ont pas demandé, elles n'ont pas le droit, j'allais dire, de se faire du mal. Lorsque ça ne va pas, il faut savoir quitter. Il faut savoir réussir son ménage. Il faut également savoir réussir son divorce. C'est important. Mais à lire également le roman, il n'y avait pas que le viol conjugal. Boubacar, à un moment donné, on sentait qu'il éprouvait un malin plaisir, ou bien il trouvait du plaisir quand même à violenter sa femme, à lui dire des mots, on va dire, assez violents, des mots assez salaces. Voilà. Ça également, il y a des hommes qui sont comme ça, qui éprouvent du plaisir en torturant les femmes comme ça. Je ne pourrais répondre parce que je ne sais pas. Vous l'avez écrit. Non, mais je l'ai écrit, mais c'est pas une histoire réelle. Je ne pourrais répondre parce que je ne suis pas dans ce cas. D'ailleurs, je ne suis même pas marié. D'accord. Juste pour savoir. Oui. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un vice. C'est un vice qui existe chez certains hommes et que c'est dommage parce que la femme est un trésor. La femme doit être protégée, elle doit être chérie, elle doit être, je veux dire, aimée d'un amour sincère et protecteur et pas violentée, pas humiliée. Elle ne doit pas être, je ne sais pas quel mot est-ce que je devrais utiliser, elle ne doit pas être dégradée.
justement. Son mari a ce rôle de la protéger, de l'aider à aller de l'avant et non de lui faire, en tout cas, de mener sur elle des actions qui tendent en tout cas à réduire son moral et à défaire carrément sa psychologie. Tout à fait. Alors, Diariana qui souffre dans son ménage, mais quand même qui se réconforte dans son lieu de travail. Oui. La preuve, elle va monter en grade parce qu'elle est intelligente, mais là également, elle va subir la jalousie des collègues. En effet. Libre de travail et la jalousie. Ça existe. Vous savez, dans les environnements professionnels, malheureusement, il y a encore ça existe toujours. Ça existe dans tout type d'environnement professionnel. Que ce soit entre femmes, qui est plus fréquent. Désolé, mesdames, mais c'est la réalité. Entre hommes aussi, c'est fréquent. Mais tout ce que je peux dire, c'est que il faut savoir gérer lorsque cette situation arrive, parce qu'elle est inévitable. Il faut savoir quels sont, et j'en parle dans le livre justement, quelles sont les techniques à adopter, quels sont les comportements et les attitudes à adopter pour pouvoir surmonter la crise de jalousie qui intervient dans le milieu professionnel. Parce que ça peut entacher la productivité des agents et ça peut créer des liens pas du tout cordiaux entre les employés et ça peut même déteindre sur la productivité de l'entreprise parce que deux collègues doivent se soutenir, doivent travailler en équipe. C'est ça le travail en équipe. Donc lorsqu'il y a en tout cas un souci dans l'équipe parce que deux personnes ne se parlent pas, et c'est le cas de Diariana et de sa collègue. Je ne dirai pas ce qui suit, sinon je vais parler de tout du livre. Mais on a vu que ça a eu des conséquences dramatiques sur Diariana, parce qu'elle a été déçue. Elle a été déçue d'une personne envers laquelle elle avait totalement confiance. Et ça a eu des conséquences désastreuses, parce que leur guerre, entre guillemets, a terminé au renvoi de Diariana. Ce qui est très dommage. Absolument. Et finalement, c'est le lot également de beaucoup de femmes. Elles perdent leur boulot, elles se retrouvent sans rien, on va dire. Finalement, Diariana aura des difficultés. En tout cas, elle prendra son courage à deux mains, comme on dit, pour aller demander le divorce. Les femmes qui demandent le divorce, parfois, sont mal perçues. En tout cas, dans les sociétés traditionnalistes comme le Sénégal, surtout quand elles sont dans des ethnies aussi assez conservatrices. Diariana avait douté quand même pour aller demander le divorce à son mari. Du camp, dira-t-on. Les parents, les oncles, la famille éloignée. En effet, vous en avez parlé tantôt de la belle-mère. Vous savez, les belles-mères, je ne dis pas qu'au Sénégal, hein, mais les belles-mères jouent un rôle également dans le ménage. Les sorcières, en fait. Je ne dirais pas ça. Mais les belles-mères, en tout cas, elles jouent un rôle, pas parfois le meilleur rôle, pas parfois le rôle qu'elles devraient jouer entre les époux. Les belles-mères, parfois, je suis désolé de le constater, sont à l'origine du divorce ou bien des litiges entre les époux. Tout commence avec elles. Et donc, avec la pression familiale, la pression sociale, c'est un peu mal vu dans nos sociétés encore africaines qu'une femme puisse demander le divorce. Parce qu'on la taxera de tous les noms d'oiseaux. Exactement, et elle verra sa réputation surtout, qui est très importante pour une femme, être dégradée. Donc, il a fallu aussi que je puisse en parler pour que les femmes sachent que ce n'est pas parce que la société vous percevra mal ou bien parce que vous vous souciez du qu'en dira-t-on que vous acceptez de rester, entre guillemets, dans un enfer dont vous ne savez jamais l'issue, dont vous ne connaîtrez jamais l'issue. Donc, il faut savoir quitter lorsqu'on ne se sent plus à l'aise dans un ménage pour éviter d'avoir justement ces violences aient des conséquences sur la progéniture, sur les enfants. Parce que vous savez, toute cette violence dont le mari de Diariana a fait preuve est tout simplement issue du mariage arrangé. Ce sont les conséquences du mariage arrangé, ce sont les conséquences psychologiques. Parce que si vous avez aimé une personne à un certain point, vous ne pourrez jamais toucher à un de ses cheveux. Et donc, c'est ce qui est arrivé à Boubacar et à Diariana. Il faut savoir laisser les jeunes choisir. Elle va connaître la polygamie Diariana. Elle va partir, quitter le mariage, quitter Boubacar. Elle va connaître également les fins de mois difficiles. Elle va accumuler les petits boulots, connaître la difficulté de payer la location. Mais quand même, elle est partie. Elle a tout laissé derrière, elle est partie pour refaire sa vie. Diariana va finalement réaliser, on va dire, son rêve d'enfant, devenir chanteuse. Un rêve qu'elle a
toujours nourrie depuis qu'elle a été élève, parce qu'elle avait quand même une belle voix. Alors, est-ce que quand même le changement, on va dire, de chant de Gariana va être facile pour aller à la conquête du monde, surtout pour aller réaliser son rêve qui est de chanter devant du public, devant des gens? Ça n'a pas du tout été facile pour Gariana. Mais elle a réussi à s'y faire. Elle a réussi à s'y faire grâce, bien entendu, à sa persévérance, à sa motivation intrinsèque. Gariana, il faut le savoir, est une femme qui elle ne renonce jamais, elle ne baisse pas les bras, elle ne renonce jamais à ses rêves et à ses ambitions. Et donc ça, je pense que c'est un critère important, qui est aussi important chez l'homme que chez la femme. Il faut avoir des ambitions, il faut savoir poursuivre ses rêves. Et donc Gariana a fait preuve de beaucoup de courage après son divorce, pouvoir reconstruire sa vie petit à petit à travers les opportunités qui se sont présentées à elle. Elle n'a pas choisi la facilité, elle a préféré aller travailler, gagner son pain et puis essayer d'entretenir, de s'entretenir elle-même, son fils et sa mère. Oui. Donc elle s'est battue et ça c'est aussi un message que je tiens à lancer aux femmes. Il ne faut pas être fataliste. Il faut savoir poursuivre ses rêves jusqu'à la fin, jusqu'au bout, j'allais dire. C'est important. Il faut savoir poursuivre, en tout cas, ses rêves jusqu'au bout, parce que c'est de là seulement qu'on pourra dire que je l'ai fait, j'ai réussi, j'ai essayé, j'y suis arrivé. Donc, c'est un message que je lance aux femmes, ne jamais baisser les bras. Voilà, donc on parle de parité maintenant. Ce qui est valable pour l'homme est valable pour la femme. Sur le plan professionnel, moi je suis d'accord qu'il y ait un homme et une femme à chaque endroit, mais si et seulement si les deux sont compétents. Ils ont les compétences requises pour pouvoir, en tout cas, assumer le job. Et c'est le plaidoyer que je voulais faire. Il ne faut jamais baisser les bras, quels que soient les coups de la vie. Alors, une nouvelle vie heureuse va s'ouvrir à Gariana. Elle va faire une rencontre extraordinaire, on va dire, quand elle faisait sa prestation de chanteuse dans un hôtel de la place. Elle va rencontrer un homme extraordinaire. Mais pourquoi l'auteur que vous êtes quand même n'a pas pu dire au lecteur que nous sommes cette rencontre, où est-ce qu'elle va mener à Gariana? Ça, c'est un suspense. C'est un suspense qui est voulu. Et très très bonne question. Ça prouve que vous avez lu le livre et j'en suis ravi. Le tome Gariana, j'ai bien mis à suivre, je pense. L'histoire de Gariana ne s'arrête pas là. Il y a une deuxième. Elle va continuer. Elle va continuer. Il y a une deuxième partie. C'est le prochain livre, d'ailleurs, qui va parler de ce qui va arriver à Gariana après qu'elle ait rencontré cet homme. Parce que cet homme, dont je parle justement vers la fin du livre, lui a fait une proposition de mariage. Peut-être que Gariana acceptera, peut-être qu'elle n'acceptera pas. Parce qu'elle est sortie d'un mariage il n'y avait pas longtemps. Donc, mystère et boule de gomme, je sais que vous restez sur votre pas. Mais au moins, on sait qu'au moins ce sera un mariage qu'elle aura voulu. Qu'elle aura choisi aussi. Parce que ce n'est pas un mariage arrangé. Moi, je pense que Gariana, elle prendra cette fois-ci le temps de bien connaître. Parce que c'est cette erreur qu'elle a faite la dernière fois. Elle prendra le temps de bien connaître à qui elle a affaire cette fois-ci. C'est important. Alors, ce livre, finalement, il est destiné à qui? Le livre est destiné aux adolescents, garçons comme filles. Il est destiné aux adultes, hommes comme femmes. Il n'y a pas de tranche limite d'âge. Aussi longtemps que nous sommes dans un ménage. C'est-à-dire aussi bien vous conscientiser les parents de ne pas donner leurs enfants en mariage forcé. En effet. Autant de dire également aux adolescents, hommes comme femmes, comme garçons, de ne pas accepter de se faire marier de force. Absolument, absolument. Ce temps est révolu. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce plaidoyer et je m'adresse à tous les jeunes en général et à tous les adultes de vivre leur vie pleinement comme ils l'entendent, dans le respect de votre religion et des lois, mais aussi dans le respect mutuel. Parce que les parents ont des droits envers les enfants, ils ont des devoirs. Et parmi ces devoirs, il n'est écrit nulle part qu'ils doivent donner leurs enfants par compromission, en tout cas, à un quelconque individu, en échange d'argent, ou bien en échange de... En tout cas parce qu'ils ont des liens de parenté. Les jeunes doivent être en mesure également de savoir que ce temps est révolu, qu'ils doivent prendre leur destin en main, qu'ils doivent construire leur propre avenir avec celle ou celui qu'ils auront choisi. Quelles sont les perspectives aujourd'hui pour Ismaël Badji? Pour le livre Le destin de Gariana, justement, nous allons en tournée
À partir du 24, je serai à l'Alliance française de Bizerte. Ensuite, le 26, je serai à l'Institut français de Tunis pour la présentation du livre. Et le 27 également, il y aura la nuit de la lecture, puisque nous sommes dans le mois de la francophonie, pour rendre hommage aux pères fondateurs de la francophonie, comme Léopold Sédar Senghor, feu Léopold Sédar Senghor et Habib Bourguiba de la Tunisie. Et donc, c'est ça le programme. En tout cas, c'est une tournée spéciale francophonie qui est à l'horizon. Et ensuite, on verra bien parce qu'il y a beaucoup de sollicitations. Et malgré que j'aimerais bien y aller, il y a aussi, Ismaïla a aussi d'autres casquettes. Ismaïla est chef d'entreprise et j'ai fait d'autres choses. Donc, je ne suis pas tout à fait libre de pouvoir parcourir le monde, en tout cas pour faire ce plaidoyer qui commence à avoir des impacts, puisque les jeunes commencent à se poser les bonnes questions. Les parents également commencent à regretter, et en tout cas, ceux qui allaient le faire, à reconsidérer la chose. Donc, je pense que c'est ce que j'avais envie de faire, c'est ce que j'espérais, c'est l'impact que j'espérais, et ça commence à aboutir. Donc, en tout cas, rendez-vous est pris très bientôt pour la tournée spéciale francophonie. Est-ce que c'est ça le rôle, on va dire, d'un porteur de voix, c'est-à-dire parler, toucher des sujets, en tout cas, qui interpellent la société? L'écrivain doit apporter sa plume, en tout cas pour conscientiser les gens sur les problèmes ou bien sur la problématique de la société. Vous l'avez très, très, très bien dit. C'est ça notre rôle. Nous sommes des porte-étendards. Nous devons élever nos voix pour que les preneurs de décisions puissent nous entendre, puissent être sensibilisés, puissent être sensibles et touchés, en tout cas par ces questions dont nous venons de parler, et pour qu'ils puissent, en tout cas, qu'on puisse bouger les lignes, faire changer les tendances pour le plus grand bonheur de la jeunesse. Si vous devez conseiller, en tout cas donner des conseils à des jeunes filles, comme par exemple Ndeye Fatou, Sokhna May, en tout cas des jeunes filles indépendantes, qui travaillent, qui n'ont pas encore de mari, quels conseils leur donneriez-vous? Quand même, tantôt vous l'avez souligné, c'est-à-dire qu'une jeune femme qui travaille doit travailler pour gérer son avenir. C'est-à-dire, les femmes, ou bien une femme ne doit pas uniquement se dire que je vais me faire entraîner par un homme. Elle doit déjà travailler et aussi éviter ces genres de compromis, ces genres de mariage. Tout ce que je dirais en tout cas, parce que je ne suis pas un donneur de conseils, tout ce que je peux dire jusque-là. Mais vous avez parlé de mariage précoce. Précoce, c'est vrai. Forcé aussi. Tout ce que je peux dire, c'est que une jeune femme, une jeune demoiselle, en tout cas, que ce soit garçon ou fille, on doit pouvoir avoir cette facilité, cette liberté de réaliser une vie pour nous-mêmes, de se construire d'abord, avant de chercher à compléter quelqu'un d'autre. C'est important, parce que les réalités qui existaient avant ne sont plus les mêmes, je veux dire, actuellement. Donc, il faudrait qu'on puisse faire une petite mise à jour par rapport aux traditions, par rapport aux habitudes. Et je veux dire, c'est pas parce qu'on n'est pas encore marié qu'on a raté une partie de sa vie. Le mariage arrive à point nommé. Donc, il ne faut pas se presser. Il faut savoir construire sa vie, être heureux d'abord parce qu'on est seul, être heureux d'abord parce qu'on est célibataire, et être dans cet état-là conscient de ce que l'on est, de ce que l'on a comme faculté psychologique, comme faculté sentimentale, comme expérience relationnelle également, avant de chercher à compléter une autre personne. Donc c'est important aujourd'hui qu'il y ait ce jeu de compréhension, ce jeu de patience, et que les jeunes soient sensibilisés pour ne pas se précipiter dans cet étau qui peut parfois se resserrer. D'accord. Ouais. L'histoire de Yariana, elle vous est personnelle ou c'est juste quand même un sujet que vous avez tenu à mettre nu sur la table? Elle n'est pas personnelle. Absolument pas. En tout cas, pour être honnête, je n'ai jamais été victime de violence. Tant sur le plan relationnel que physique. Moi, je n'accepte pas la violence. Donc déjà, je me fais assez violence avec mon travail. Je fais plein de sacrifices, donc je ne peux pas supporter qu'on m'en rajoute. Mais tout ce que je peux dire, c'est que c'est une histoire réelle. C'est une histoire vraie que j'ai relatée avec un peu d'imagination, qui relève de l'écriture, bien sûr. Mais l'histoire est une histoire vraie. Yariana est une femme que j'ai rencontrée
avec laquelle j'ai eu une discussion très approfondie. Et voilà ce qui est ressorti de cette discussion. Voilà. Ismaël Badji, merci beaucoup. Mais c'est moi qui vous remercie encore une fois, Samba, de m'avoir reçu dans vos beaux locaux. Je vous félicite pour votre professionnalisme et constance de Dakaractu TV. Merci beaucoup. Voilà le destin de Yariana, la nouvelle parution littéraire de Ismaël Badji, qui a été notre invité pour ce présent numéro de Auteur. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris prochainement pour une autre émission avec, bien sûr, un autre auteur. À très bientôt.